avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons l'actualité comme tous les jours en ce début de semaine, en ce lundi 22 mars avec aujourd'hui Nicolas Corato. Bonjour, président fondateur du think tank Place de la République. Patrick Flukiger, journaliste, ancien correspondant des journaux du groupe EBRA qui couvrait l'Est de la France. Bonjour à vous. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Bonjour. Et votre livre tout à fait passionnant rapprochez-vous du micro, que je conseille et dont vous allez me rappeler le titre puisque vous étiez venu nous en parler sur cet argent qui est fait sur le dos des personnes âgées. Oui, mais figurez-vous que j'ai oublié, c'est à cause du Covid. C'est mais c'est sur les EHPAD, c'est sur la fin de vie. Si, les requins de la fin de vie. Les requins de la fin de vie. Les requins de la fin de vie. Je suis pas venu pour la promotion, vous voyez. Absolument, non. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et quoi vous dire, aberration, Kafka, Ubu, tout y est passé ce week-end après les attestations loupées, un confinement pour lequel on n'a pas compris grand-chose. Quand est-ce qu'on en fait une attestation ou pas? Alors c'est vrai qu'il y a 16 départements concernés, mais c'est vrai que l'ensemble de la France peut se sentir concerné également par nos dirigeants, par l'incompétence. Je crois que le mot peut être prononcé. On va parler de ce carnaval à Marseille, soupape pour les uns, indécence pour les autres, et puis cette question autour des régionales, est-ce qu'il faut les reporter? On va en parler dans un instant. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Nicolas Corato, un coup de cœur littéraire. Oui, alors j'ai décidé de plus m'énerver. Je laisse nos dirigeants le faire, et donc je pense que il est temps de se replonger dans la littérature. Et j'ai découvert, grâce à un libraire qui est ouvert, un auteur qui est... Oui, mais depuis que les libraires ont rouvert, j'ai réussi à découvrir un certain nombre d'auteurs, dont un auteur un peu oublié qui s'appelle Henri Calais, qui était un ami de Jean Paulhan, et qui a beaucoup écrit, qui était un journaliste, qui a beaucoup écrit dans Combat, et qui décrivait le quotidien des gens simples, des gens entre guillemets normaux, les ouvriers, les secrétaires, avec des livres qui sont très sensibles, très beaux et qui résonnent beaucoup aujourd'hui. Je peux vous lire quelques lignes, Valérie, ça dure une minute et demie. C'est l'introduction des Debout, un de ses romans. Depuis longtemps, les foules m'attirent, voyez, tout de même que le vide ou l'océan. J'éprouve parfois l'envie de me jeter dedans, de m'y noyer, de m'y perdre. Elles m'attirent et elles me font peur en même temps, cela n'est pas contradictoire. Je songe plus particulièrement aux foules de Paris parce que je les vois souvent. Foules du matin, du midi et du soir, grand rassemblement quotidien de personnes des deux sexes, de tous âges, qui s'assemblent, qui se ressemblent, qui se bousculent, qui se pressent les unes contre les autres, qui se coudoient, qui se réchauffent sans se connaître. Et je voyais surtout le grand escalier de la gare Saint-Lazare le matin, lorsqu'il est pareil à une cascade, faite d'êtres humains qui coulent de là dans la ville, au risque de la faire déborder. Et ben voilà, avec Henri Calais, on peut regretter le bon vieux temps où on se pressait sur les marches de la gare Saint-Lazare, et je conseille à tous vos auditeurs de se calmer, d'oublier la folie du monde et de se replonger un peu dans Henri Calais. Écoutez, c'est un conseil qui, je l'espère, sera suivi. Jean-Luc Touly. Le 22 mars, chaque année, depuis 1992, c'est la journée mondiale de l'eau. Et moi, mon coup de gueule, c'est cette journée, normalement, est réservée pour notamment les gens qui n'ont pas accès à l'eau dans le monde. Et il y en a beaucoup, plusieurs centaines de millions, sans parler de l'assainissement des eaux usées. Alors ça, on est dans les milliards. Et quand on voit qu'en France, on parle depuis 6 à 7 mois que d'un feuilleton qui n'en finit pas, la bataille entre Veolia et Suez qui veulent se manger, alors que c'est les deux leaders mondiaux qui ont déjà largement une place importante dans la gestion de l'eau et de manière souvent efficace, même si c'est coûteux pour les usagers. Je trouve que c'est indécent et qu'il faudrait parler de la question de l'eau, la lutte contre la pollution, l'accès à l'eau dans les pays du Sud, et non pas simplement que ce soit une bataille de beaucoup de milliards d'euros, quoi. On sent que c'est l'accès à l'eau, c'est surtout l'accès au profit. Oui, absolument. C'est la journée de l'eau aujourd'hui. Vous faites bien de le rappeler. Patrick. Oui, Patrick Flukiger, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Et le coup de gueule, c'est la nouvelle carte d'identité qui va être mise en service à partir du 2 août. Qui est plus petite que celle d'actuellement, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est très grave, c'est déjà, il y a le drapeau européen dessus. Alors, je rappelle que les Français ont voté à 54% contre la Constitution européenne en 2005, et justement, la Constitution européenne prévoyait l'instauration et l'officialisation de ce drapeau.
Il fait donc partie du lot que les Français ont rejeté, parce que c'est un symbole hautement supranational. Le drapeau européen ne figure d'ailleurs pas dans le traité de Lisbonne. Il n'y figure qu'en annexe signée à l'époque, en 2008, par 16 pays, dont la France ne faisait pas partie. Ouais. Il a fallu que M. Macron, de son propre chef, s'y rallie en 2017. On se demande de quel droit, puisque les Français ont voté contre en 2005. Ouais. Alors déjà, mettre le drapeau européen sur la carte d'identité française, je trouve ça scandaleux. C'est vraiment, comment dire, c'est encore une tentative de plus de fédéraliser, de dire que la France n'est plus un pays, que le pays c'est l'Europe. Et deuxièmement, sur la même carte d'identité, alors stupéfiant, les sous-titres sont en anglais. En anglais, oui. C'est-à-dire nom, surname, etc. Mais c'est incroyable. Je veux dire, les Anglais déjà sont sortis de l'Europe, sont sortis de l'Union européenne. Aujourd'hui, il reste 2 pays qui parlent anglais dans l'Union européenne. Il s'agit de l'Irlande et de Malte. Pourquoi mettre des sous-titres en anglais alors que, en plus, dans l'Union européenne, la langue officielle, c'est le français. Tout le monde parlait français. Dans l'Union européenne, les documents officiels étaient en français jusque dans les années 80. C'est dans les années 80 que les Anglais, petit à petit, ont imposé leur langue. Et moi, je trouve absolument aberrant qu'on lance une carte d'identité française avec le drapeau européen et avec des sous-titres en anglais. Mais qu'est-ce que Macron dirige? Est-ce qu'il est président de la France ou est-ce qu'il se veut président d'une Europe, je ne sais pas, ectoplasmique? Voilà. Oui, mais oui, alors Sophie, c'est vrai vous avez un que avis je là-dessus? comprends tout ce que vous dites. Ça me semble finalement assez intellectuel pour la situation que nous vivons, parce que déjà quand on supprime les chiffres romains et que Louis XIV va être Louis avec 1 et 4, lorsque les journalistes, je pense à eux, c'est pas eux particulièrement, mais les fautes de français, les manques d'accord, le français est tellement mal parlé, le franglais partout. Je pense qu'on a un problème de civilisation de la langue. Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucun respect de la langue, etc. Donc je ne sais plus. Déjà sur la carte d'identité, il n'y a plus de respect de la langue française. Bah oui, justement, raison de plus. Scandaleux. Oui, oui, mais c'est pas l'anglais qui est en cause. Bah, c'est un peu en même la temps, domination on a une espèce de bouillie internationale d'une langue internationale qui est l'anglais, qui est parlé par le monde entier. C'est aussi la question, c'est que vous allez dans n'importe quel pays du monde et vous vous débrouillez avec de l'anglais. Donc c'est un passeport de communication. Et donc j'aime beaucoup l'anglais personnellement et j'aime énormément la langue française. Oui, non, mais c'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Et effectivement, ce drapeau européen est pour le moins étonnant. Oui. Bah, de toute façon, point où on en est là aussi. Ouais, mais mais au point où on en est, je veux dire, pendant le Covid, pendant la crise, Macron en profite pour faire avancer la supranationalité et je dirais l'abandon de la France. Ouais, Nicolas Corato, vous en pensez quoi? De toute façon, il réussit pas alors. Nicolas ne nous entend pas. Il a coupé son micro. Pardon. Oui, je pense qu'il faut revenir aux sources de notre droit et de la Constitution. L'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français et que l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Donc j'imagine que sur les documents officiels produits par la France, il n'y a que ces 2 emblèmes. Absolument. Allez, on va marquer une petite pause et on revient dans un instant avec votre coup de cœur, Sophie de Menton, une fois n'est pas coutume, et mon coup de gueule. À tout de suite. Ensemble jusqu'à midi. On va revenir sur... je n'ai même pas de mots pour définir les errements de ce gouvernement. Un confinement qui n'en est pas un. Aberration. Pardon ? Abracadabrantesque, oui, peut-être. Ubu, Kafka, on l'a dit. Tout le monde a été convoqué après ces errements autour des attestations et sur ce confinement qui n'en est pas un, dont on a un petit peu de mal à comprendre tout à fait ce qu'on doit faire ou non, avec aussi des déclarations pour le moins étonnantes de Gabriel Attal. N'invitez pas de gens chez vous. Enfin bref. Carnaval à Marseille. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait eu ce carnaval
carnaval. Et puis, faut-il reporter les régionales? On va en dire un mot dans un instant. Sophie, je vais vous donner la parole. Je vais juste signaler, je le ferai à chaque fois que c'est possible et qu'on en a l'occasion, signaler les émeutes urbaines qui sont assez peu évoquées dans la presse. C'était à Verdun. Il y a eu des voitures de brûlées, une mission locale également incendiée. Et que croyez-vous que fit le ministre de l'Intérieur? Il condamna fermement. Voilà. Il condamna fermement, comme à chaque fois que des émeutes urbaines se produisent. J'ai peur qu'un jour ce soit lui qu'on condamne fermement. Hein. Non, mais c'est terrifiant parce que c'est quasiment quotidien et je pense à ces policiers qui sont confrontés à ces violences urbaines et c'est assez terrible. Voilà. Je voulais le signaler et je le ferai encore une fois à chaque fois qu'on en aura connaissance. Sophie, c'est un coup de cœur. Oui, alors j'ai un coup de cœur un peu inhabituel qui va en étonner certains. C'est un coup de cœur pour Anne Hidalgo. Parce que quand même, c'est la première qui a dit, on peut être d'accord ou pas, mais qui a osé dire, maintenant ça suffit, on vaccine tous ceux qui veulent se faire vacciner. Et je crois très profondément, et je le dis depuis le premier jour, et ce n'est pas le sacrifice des personnes fragiles ou âgées, c'est le contraire. La contamination, elle se fait par la population active, qui va au boulot, qui va dans les transports, qui soigne les malades, les principaux clusters, rappelons-le, dans les hôpitaux. La femme de ménage qui va soigner la vieille dame tous les jours. Je veux dire, elle doit se faire vacciner beaucoup plus que la vieille dame qui a 98 ans chez elle et qui ne sort pas. Je veux dire que, et Anne Hidalgo, il faut du courage parce que tout le monde se jette sur vous en disant ah mais non, c'est les personnes les plus fragiles, ça ne veut rien dire. C'est pas un peu démago quand même de faire ça? Non, c'est pas démago. Mais alors qu'elle sait pertinemment qu'il n'y a pas de dose, qu'il n'y a pas de vaccin. Alors, sur le fond, elle a raison, sauf qu'elle sait pertinemment que c'est impossible. Je ne vais pas juger la personne, je vais juger la déclaration. Anne Hidalgo, on sait ce qu'on en pense, je ne suis pas une fan. Hein. Surtout en tant que parisienne, etc. Mais elle a du courage, cette femme. Il n'y a rien à dire, elle a du courage. Elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait, quitte à ce que ce soit désastreux, mais elle le fait. Et là, elle a dit quelque chose qui est très important, parce que vous avez évidemment pas assez de vaccins. Vous avez l'AstraZeneca qui va revenir, plus personne n'en veut. Sauf qu'il y a des gens qui se disent je veux absolument me faire vacciner, et ben vous les laissez y aller. Il va y avoir d'autres vaccins qui vont arriver. On a du mal, il y a des doses qui se perdent. Pourquoi? Il y a des stocks qui doivent être périmés dans 1 mois et demi. Laissez les gens aller se faire vacciner. Et bien évidemment, dans la queue, il y a toujours des médecins. S'il y en a un qui dit écoutez, moi j'ai vraiment un problème, il passera en premier. Mais c'est tout. Laissez les gens aller se faire vacciner. On nous parle de vaccinodrome en disant ça va être extraordinaire. On sait vacciner. On a les pharmacies, on a les médecins, on a les infirmières, on a les entreprises soi-disant qui devaient pouvoir. La médecine du travail, soi-disant, qui n'est pas là. Donc laissez les gens aller faire la queue dans leur centre de vaccination. Bravo aux mairies qui sont formidables mais qui n'ont pas de dose. Qui mettent des centres, qu'elles font ce qu'elles peuvent. C'est les seules collectivités locales, elles sont plus efficaces que n'importe qui. Laissez les gens aller se faire vacciner. Voilà, c'est mon coup de cœur et de gueule. Oui, vous en pensez quoi? Juste un mot, parce que moi je me retrouve dans une situation un peu particulière. J'allais me faire vacciner alors que normalement je ne suis pas prioritaire. Vous du micro. Puisque j'ai un âge qui est entre 65 et 75, donc on ne peut pas se faire vacciner avant, a priori, la mi-avril. 65. Et donc, comme j'ai vu dans différents endroits des gens qui n'avaient pas, normalement, n'étaient pas prioritaires, qui n'avaient pas de comorbidité, mais qui le faisaient. Donc, des passe-droits. C'est pas forcément des passe-droits. Donc je me retrouve dans cette situation-là. Oui. Et je devais être vacciné la semaine dernière, mercredi, mais la veille, avec l'AstraZeneca, malheureusement, c'est supprimé. Mais en même temps, je me pose la question, c'est qu'on arrive maintenant, est-ce que c'est juste? Non mais arrêtez de vous poser des questions, allez vous faire vacciner tous, les premiers. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que je veux pas passer à... Non mais c'est de se dire, moi j'ai lu aussi, j'ai un ami qui a dit, moi je ne veux pas... je ne veux pas. Il y a des gens de 80 ans, 85 ans qui ont des comorbidités et qui n'ont toujours pas été vaccinés. Et qui ne veulent pas y aller. Si, il y en a qui veulent y aller et qui ne peuvent pas. Mais non mais c'est possible, mais simplement ils sont pas forcément aux bons endroits. Il y a des endroits, regardez, ils ont ouvert l'hôtel Dieu un jour, ils ont ouvert l'hôtel Dieu à tous ceux qui voulaient. Eh ben c'était vachement bien. Ceux qui étaient prioritaires passaient avant, tout le monde faisait la queue, en 2 heures, les gens se sont fait vacciner. Moi je suis désolée, la femme de ménage qui va chez un couple de personnes âgées tous les jours qui sortent pas, elle doit pouvoir se faire vacciner. À commencer par les enseignants aussi. Et les profs. Nicolas Corato, vous en pensez quoi?
Oh ben, je vais presque être d'accord avec Sophie de Menton, comme quoi il se passe des choses bizarres. Ouais. Non, il faut peut-être redire d'abord qu'on a un problème d'égalité sur le territoire sur la vaccination, qui pose un vrai problème. Et typiquement à Paris, il y a des problèmes aujourd'hui pour se faire vacciner, y compris quand vous avez plus de 75 ans. Bien sûr. Et les personnes âgées vivent aussi socialement à Paris. Elles ne vivent pas uniquement que recluses, et on sait à quel point le contact social, notamment familial, est important. Donc, on gère quand même la pénurie. Moi, c'est la limite que je vois à la déclaration d'Anne Hidalgo. On gère aujourd'hui une pénurie de vaccins. Deuxièmement, il y a des études, notamment aux États-Unis, mais moi je ne suis pas du tout épidémiologiste, mais j'ai lu la presse comme tout le monde, qui tentent à dire que les États américains qui ont choisi de vacciner plutôt les personnes les plus fragiles et puis d'attendre pour étendre la vaccination ont de meilleurs résultats sur la maîtrise de l'épidémie que ceux qui ont vacciné tous azimuts, sachant qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème de gestion de pénurie. C'est à voir, c'est à regarder attentivement. Et puis enfin, moi je souscris complètement à ce que dit Sophie de Menton sur un certain nombre de professions, notamment les emplois à domicile, qui ne sont pas prioritaires, mais je pourrais aussi parler des couples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vaccinez le mari qui a 76 ans, mais la femme qui en a 74, elle va attendre le mois de juin ou juillet. Mais ces gens vivent sous le même toit, ont la même famille et vivent à peu près la même vie. Ce serait bien aussi que de manière non technocratique, on puisse en prendre compte. Je pense qu'il manque beaucoup d'humanité dans la gestion de cette vaccination. Bon sens. Et très franchement, moi aussi, je suis partant. Si personne ne veut de l'AstraZeneca, ben moi, j'en veux bien. Donc, je veux bien m'inscrire sur une liste d'attente. Je veux bien faire acte de volonté. J'appelle tout le monde à le faire. Et effectivement, qu'on gère par liste d'attente plutôt que par exception. Mais je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut ça. Et pourquoi refuser les vaccins russes, chinois ça, c'est encore un autre sujet. Et qu'est-ce que Thierry Breton dit hier, le 14 juillet lunaire, mais c'est n'importe quoi. C'est scandaleux. Il devrait y avoir des punitions pour les fake news. On a et effectivement, on se demande pourquoi, alors que Madame Merkel a donc annoncé qu'elle allait acheter des vaccins Spoutnik. Parce qu'elle n'a pas de vaccin. Voilà. Nous non plus, on n'en a pas. Et pourquoi est-ce qu'on penserait que les Russes veulent empoisonner leur population ? Oui, effectivement, Maya nous dit laisser les gens aller se faire vacciner, on ne les empêche pas, c'est un manque d'organisation, un manque de vaccins, donc priorité aux plus faibles. Mais les plus faibles, pour protéger les plus faibles, il faut vacciner les actifs, c'est là l'erreur. J'ai jamais dit qu'il fallait sacrifier les plus faibles, non. Et un peu, alors, pas forcément allant complètement vers vous, mais moi je vais tous les jours dans les pattes de ma mère. 95% des gens et des résidents se sont vaccinés. Il y a très très peu de gens qui refusent. C'est souvent des gens très âgés. Oui. Mais le personnel est très peu vacciné. C'est une honte. Et donc, alors, en dehors de leur liberté, le problème c'est que quand vous êtes déclaré positif dans le personnel, vous bloquez pendant 10 jours, dans un confinement, les personnes qui se sont fait vacciner. Donc c'est un encouragement à ne pas se faire vacciner, puisque de toute façon le traitement est la même. C'est-à-dire que vous êtes confiné. Ouais. Donc alors, pour l'instant, le gouvernement n'a pas décidé du les personnels qui sont en liaison avec les personnes âgées. Il faut les obliger, qu'on leur donne du Pfizer, il faut les obliger. C'est une question si on a énormément de témoignages d'auditeurs qui nous disent, Chris nous dit, ma belle-mère a 94 ans, toujours pas vaccinée. Pareil, une autre auditrice nous dit, moi j'ai ma mère 84 ans, toujours pas vaccinée, dites-moi où il faut aller. Et effectivement, Brigitte nous dit, Thierry Breton hier soir a dit qu'on ne manquait pas de vaccins et que tout serait fait pour le 14 juillet. Il avait fumé, là, c'est pas possible. Hier soir, effectivement, il a sous-entendu qu'on avait pris du retard parce que le vaccin français, que les décisions françaises étaient plus protectrices, sous-entendu que Israël et les autres et l'Angleterre avaient fait n'importe quoi. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour revenir sur ce cafouillage. Allez, soyons gentils avec le gouvernement autour des attestations. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Patrick Flukiger, journaliste, ancien correspondant des journaux du groupe EBRA, Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Un confinement qui n'en est pas un, des attestations qui, en l'espace de 6 heures, ont disparu parce que trop compliquées, 2 pages
totalement hallucinante et incompréhensible. Est-ce que le gouvernement a fait quelque chose de bien pendant cette pandémie? La liste des commerces autorisés à rester ouverts dans le cadre du confinement est, nous dit-on, regardée au cas par cas et pourra évoluer lorsqu'il y a une aberration. Mais il faudra qu'on m'explique pourquoi les chocolatiers sont ouverts, pourquoi les coiffeurs sont ouverts mais pas les esthéticiennes, que les coiffeurs n'ont pas le droit de faire de manucure, que le Monoprix ou autre Franprix c'est un gymkhana, c'est-à-dire que tout ce qui est vêtements ne peut pas être acheté, qu'au rayon cuisine vous pouvez acheter des casseroles mais pas des verres et des couteaux. Enfin c'est un truc de malade quoi. Et puis l'efficacité des mesures qui ont été annoncées. Donc je ne sais pas qui veut commencer, peut-être vous, Patrick Flukiger. Oui, d'abord, ce n'est pas un confinement. Déjà, le deuxième confinement n'en était pas un. Moi, je me souviens du premier confinement. On était alors ici en Alsace, en plein cœur de l'épidémie. Il n'y avait personne dans la rue. Oui. On sortait 1 heure par jour, faire une balade. On croisait de loin des gens. À l'époque, il n'y avait pas de masque et c'était très, très peu conseillé de les mettre. Au contraire, il ne fallait pas en mettre. Je vous rappelle qu'à l'époque, le gouvernement infligeait des milliers d'euros d'amende aux pharmaciens quand ils vendaient des masques en particulier, parce que c'était interdit. 3 mois après, ils les ont rendus obligatoires. Ouais. Le deuxième confinement en novembre, c'était pas un confinement. La rue était tout à fait occupée comme en temps normal. Les gens allaient au travail, à l'école, etc., etc. Et ce troisième confinement, n'est que partiel sur le territoire, est encore moins un confinement parce que on appelle les gens à sortir, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. On appelle les gens à sortir, mais surtout pas à se fréquenter. Alors, moi je dis, ce confinement n'a absolument aucun but sanitaire, aucun. Ouais. Je suis pas d'accord avec vous. Le seul but, c'est d'humilier les gens, de les faire obéir, de les tenir en laisse, peut-être de les obliger à se vacciner, parce que tout ce qui vient d'être dit sur la vaccination, moi, je suis très dubitatif. Je suis très dubitatif sur les bienfaits de la vaccination. Je suis encore plus dubitatif sur l'obligation de la vaccination qui va se faire petit à petit, et je trouve ça absolument scandaleux. Mais parce qu'on ne soigne pas. Je vous rappelle que le gouvernement, il faut revenir sur ces confinements. Pourquoi est-ce qu'on confine? Le gouvernement a interdit dès le début de soigner. On renvoyait les gens avec du Doliprane à la maison en attendant que la situation empire. J'ai des cas précis. Une personne qui est décédée parce qu'on a refusé de la soigner. On l'a envoyée à la maison avec du Doliprane. 1 semaine après, elle était en détresse respiratoire, etc. Je connais des soignants dans les hôpitaux. Quand ils reçoivent un cas de Covid, ils renvoient à la maison avec du Doliprane aux urgences. Hein. Voilà. Ouais, mais pas donc, alors, on empêche de soigner. On a fait une campagne absolument démesurée contre le professeur Raoult parce qu'il a osé dire qu'il obtenait des résultats avec l'hydroxychloroquine. Ce qui n'était pas scandaleux en soi. Il a le droit de soigner ce monsieur. Oui, sauf qu'il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas de preuves irréfutables et que la mortalité n'a pas été moindre à Marseille et qu'il n'a pas fait de test. Si, dans le premier confinement, elle a été moindre à Marseille. Sur l'hydroxychloroquine. Moi, j'aimerais y revenir parce qu'on n'a pas un ministre qui est un ministre de la Santé, en plus médecin, n'a pas le droit et n'est pas dans son rôle quand il interdit à des médecins de soigner comme ils l'entendent. Il n'est pas dans son rôle. Alors, un tout petit mot quand même. Attendez, laissez-le terminer, Sophie. Et donc, à partir du moment où on fait le choix de ne pas soigner les gens, de critiquer absolument tous les protocoles qui sont mis en place un par un, l'ivermectine, c'est pas pareil. Oui. On la descend en flamme, alors qu'elle aussi obtient des résultats. Il faut laisser les médecins soigner. À partir du moment pas avec n'importe quoi, Patrick. Pas avec n'importe quoi. Voilà, l'hydroxychloroquine a provoqué des morts aussi. Ce n'est pas n'importe quoi. On la connaît depuis 70 ans. On en a tous pris quand on est allé dans mais pas aux mêmes doses, pas aux mêmes doses, Patrick. Pas aux mêmes doses, donc on peut pas... Mais le professeur Raoult n'a tué personne. Je veux dire, la vaccination AstraZeneca a déjà tué du monde. Non, il n'y a pas de... On va pas être d'accord, parce qu'AstraZeneca, le lien n'a pas été fait. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes en train de répéter ce qui a été dit. Le lien est fait avec l'hydroxychloroquine, mais pas avec le vaccin. Alors, par contre, il y a quelque chose
à la défense du gouvernement. Et surtout, enfin, l'Institut Pasteur a dit quelque chose d'intelligent. Enfin, il a dit le virus ne circule pas en plein air. J'aimerais savoir si on va être remboursé des amendes qu'on a eues sur une plage déserte quand on n'avait pas de masque. Donc on a mis des masques partout, en plein air, une rue déserte, personne. Hier, un vent terrible et on me fait signe de mettre mon masque. Donc non, le virus chute considérablement en plein air. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on se regroupe à des distances non raisonnables sur les quais, etc., où tout le monde fait groupe, mange un truc assis par terre, c'est dangereux. Mais donc il faut être dehors. Ils ont raison. On est beaucoup moins en danger dehors que chez soi quand on reçoit des amis. C'est vrai. Le premier cluster familial, c'est là. C'est vraiment chez soi. Donc là, il ne faut pas exagérer. Ils ont changé de cap parce qu'on a appris quelque chose beaucoup trop tardivement, parce que Pasteur devait le savoir depuis le début. C'est n'importe quoi. Ensuite, on ne peut pas laisser dire qu'on ne soigne pas les gens du Covid. Mon mari, on lui a filé des antibiotiques dès le 2e jour qui lui ont évité la pneumonie qu'il avait, qui était une pneumonie typique du Covid. Il est allé à l'hôpital, le radiographie, on a dit monsieur, vous pouvez repartir. Il reste une nuit parce que l'antibiotique vous a guéri de côté infectieux de cette pneumonie. Si ça avait été viral, ça restait. Il y a des pneumonies virales, etc. Donc on essaie de soigner. On est en train de mettre un paquet de fric sur le sérum parce qu'il y a des sérums de gens qui l'ont déjà eu, etc. Je connais pas bien l'explication, qui sont en train d'être mis au point. Et les labos qui n'ont pas été foutus de trouver des vaccins en France sont en train de se battre pour trouver, au contraire, des moyens de soigner, parce que c'est ça qui est important. Alors, donc voilà, on peut leur dire, ils font des conneries gigantesques. Et je voudrais dire que j'aimerais bien savoir quelle est la personne qui a laissé le texte du Premier ministre intégralement. Je veux dire, dans n'importe quelle boîte, on me dit, trouvez-moi le mec qui, d'abord, il est aussi responsable de l'avoir lu. Oui. L'attestation, vous voulez dire qui a laissé l'attestation, la façon dont il a choisi les commerces. Je veux dire, c'est parce que moi j'entends bien que ce soit Pâques, mais c'est pas une réflexion sanitaire Pâques. Mais on n'attrape pas. Pourquoi voulez-vous? Mais pourquoi pas les magasins de vêtements? Pourquoi? Non, mais attendez, le marchand de collants est ouvert. Je voudrais savoir pourquoi je peux pas acheter un soutien-gorge, mais je peux acheter un collant. Expliquez-moi. Visiblement, sur les femmes qui sont pénalisées entre les manicures et autres. Nicolas Corato. Non, mais peut-être d'abord, moi, je voudrais dire, alors je suis pas du tout, et vous le savez bien, un soutien du gouvernement en place, mais je peux pas laisser dire que ce gouvernement nous confinerait pour nous emprisonner, nous priver de nos libertés ou quoi que ce soit. Je pense qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, n'a intérêt à prendre des mesures aussi impopulaires. Donc il ne faut pas chercher un complot là où il n'y en a pas. En revanche, ce gouvernement, il nous confine parce qu'il est impuissant, parce qu'il gère la pénurie et parce que d'une certaine manière, il gouverne avec le compas de l'opinion publique. Ce reconfinement qui ne porte pas son nom, il intervient parce qu'il faut sauver le soldat Macron qui a pris un pari risqué, qu'il a assumé et qui ensuite devait redonner des gages au secteur hospitalier qui se trouvait de nouveau face à une tension hospitalière inédite. Donc on est sur de l'opération politicienne, on peut le regretter. Moi je ne comprends plus rien à ce que nous dit le gouvernement, mais ça date pas de la semaine dernière, je vous rassure. J'essaye simplement de suivre les consignes parce que je pense quand même que c'est les mouvements collectifs qui font avancer. Je pense que la seule issue, c'est la vaccination. Et là encore, je voudrais réagir à ce qui a été dit. Moi, je sais pas, l'hydroxychloroquine, il y en a eu dans le monde entier. Tout le monde a réfléchi à ce sujet. La seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que les seules manières dont on a avancé concrètement face au virus, c'est la vaccination. Je regarde ce qui se passe en Israël, je regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Je suis pas médecin, mais ce que je vois, c'est que c'est en vaccinant qu'on a enfin, pour la première fois, pu gagner du terrain sur le virus, alors que tous les débats qu'on a eu avant, toutes les expérimentations qu'on a pu faire, se sont révélés incapables d'agir de manière concrète sur la progression de la pandémie. Donc, on est face à des aberrations. Dans ce pays, on produit plus facilement des normes que des masques, que des tests, que des vaccins. Ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on prenne en main une fois qu'on sera sorti de la crise, pour voir comment est-ce qu'on en finit avec cette bureaucratie qui ne produit rien et qui est complètement stérile. Ouais. Mais
Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, soyons citoyens, suivons les consignes, faisons République, et puis avançons ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Une seule leçon de la bureaucratie, on aurait pu commencer tout de suite. On crée des comités, on en crée des nouveaux. Il n'y a pas une leçon tirée. C'est des gens de plus en plus incompétents, qui sont des énarques, qui sont des gens terriblement intelligents, mais qui sont hors sol et qui n'ont pas de bon sens. Inadaptés à la vie quotidienne. Genre qu'on ait pu sortir cette attestation de 2 pages qui était mais incompréhensible, à moins d'avoir fait l'ENA, justement, paraît sur complètement... l'attestation, il est quand même prié d'indiquer qu'on est en transit ferroviaire ou par bus. Quand vous êtes contrôlé dans un train, personne ne peut voir que vous êtes en transit, bien évidemment. Bah oui. C'est incroyable. Et l'attestation, c'est je sors parce que je suis en transit ferroviaire. Donc, pas pour une raison autre. Je suis en transit ferroviaire. Mais ça, personne ne peut s'en rendre compte quand vous êtes dans le train. Oui. Voilà, incroyable. Oui, 2 réflexions. D'abord, je prends le périph' tous les samedis pour des raisons personnelles, j'ai pas besoin de développer. C'est la première fois, venant de à côté d'Orly, pour aller sur Paris, première fois que je vois samedi vers 17h quasiment personne. Ça veut dire que vendredi, il y a dû avoir beaucoup de monde. Et ce matin, je suis venu aussi, il n'y avait pas grand monde non plus. Donc il y a beaucoup de Franciliens qui sont partis. À cause du télétravail, on y reviendra. Et là, je voudrais dire aussi par rapport au côté politicien. Effectivement, si Macron, c'est un avis, je ne dis pas que j'ai raison, si Macron n'a pas voulu reconfiner particulièrement l'Île-de-France, qui avait quand même des taux par rapport à d'autres départements comme les Hauts-de-France, c'est qu'évidemment, aux dernières élections présidentielles, les Franciliens ont quand même assez majoritairement voté pour lui. Donc, est-ce que aussi ce côté-là, ces calculs-là, franchement, je crois que j'ai là un peu de hauteur. Écoutez, il y a une question qu'on va aborder sur les régionales et les départementales, qui sont fixées plus ou moins au mois de juin, mais on n'est pas sûr que ça tienne. Je pense qu'effectivement, les sondages qui sortent, qui montrent aujourd'hui que Marine Le Pen n'est pas très loin, que la candidature du LR de Hauts-de-France, Xavier Bertrand est meilleure par rapport à Manu que Macron. Tout ça, c'est quand même... Et les désaccords qu'il y a entre le Premier ministre, le Président, le ministre de la Santé, il y a un cafouillage, on a bien compris, sur le plan sanitaire et économique, mais il y a certainement aussi des raisons politiciennes. Alors, j'ai la faiblesse de croire que dans un climat comme ça, on est quand même président de la République, on est quand même un peu habité par une fonction. J'ai la faiblesse de croire que Macron, il veut tout faire pour essayer de s'en sortir, pour soigner les gens, pour qu'ils soient pas malades, pour que les hôpitaux soient pas... Et je peux pas penser qu'il fasse des petits calculs disant attention, ils ont voté pour moi là, donc je vais pas les confiner. J'arrive pas à y croire. Il y a une présidentielle dans un an, quand même, donc il y a une présidentielle dans un an. Oui, mais la présidentielle, il la gagnera si le virus est plus là. Pardon ? La présidentielle, il ne pourra la gagner que si le virus n'est plus là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est pas vrai. Le virus, d'abord. Patrick Fukigé. Il est partout. Et comme par hasard, ce sont les pays où il y a des élections prévues rapidement qui sont à la fois les plus drastiques et les plus aberrants. En Allemagne, ils sont devenus aussi cons que chez nous en ce moment. Moi, j'ai un ami qui est sorti de sa voiture à Leipzig sur un parking ouvert public sans son masque. Il a pris un PV illico en sortant de la voiture, 80 € parce qu'il n'avait pas de masque. Enfin, on est devenu fou, quoi. Ouais. On est devenu fou. Alors vous dites que Macron veut tout faire mais veut tout faire pour se maintenir. Évidemment qu'il veut tout faire pour se maintenir. Et quel est le meilleur moyen pour y arriver ? C'est la peur. C'est d'instiller la peur chez les gens. Regardez le climat anxiogène dans lequel le gouvernement... Alors que son rôle, ça serait plutôt d'être serein et de combattre... ça lui réussit pas vraiment, puisque vous avez vu, il a perdu 4 points dans les sondages. Oui, enfin bon, moi, les sondages, c'est méfiant, mais il veut quand même... En ce moment, on reparle, on va y arriver, de déplacer les régionales. Il y a quand même des buts très politiciens derrière cette hystérie. Je sais, oui, il y a aussi près de 100 000 morts, il y a aussi des réanimations qui sont débordées. Dans le journal Alsace, ils font un entrefilet, 5 morts hier en Alsace. Je veux dire, un entrefilet,
Mais depuis quand est-ce qu'on voit ça? 5 morts, ça mérite un entrefilet dans un journal. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. On va revenir sur le carnaval à Marseille. 6500 personnes qui ont célébré le carnaval hier dans le centre-ville de Marseille. À tout de suite. Tout sur Sud Radio jusqu'à midi et nous revenons sur ce qui s'est passé à Marseille. Plus de 6500 personnes qui ont célébré le carnaval dans le centre-ville de Marseille. Un rassemblement non autorisé. Pas responsable car les gestes de barrière, je mets des guillemets, c'est la préfecture de police qui dit ça, car les gestes barrières pour lutter contre le Covid ne sont pas respectés. Des milliers de personnes qui étaient déguisées, la plupart des jeunes qui défilaient en musique, en dansant à 2 pas de la Canebière. Donc la porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que c'était totalement inacceptable. Alors provocation, irresponsable, on nous a dit d'aller dehors, tout ça. Et puis l'État, l'État est totalement impuissant même, à faire. On est le peuple. À faire cesser une manifestation. Moi qui suis, vous savez, gilet jaune de la première heure, on était beaucoup plus réactifs au niveau de la police et du gouvernement. D'ailleurs, vous n'avez pas tellement embêté, si? Enfin, après les quelques semaines, il y a un peu de violence. D'ailleurs, il y a un juge. Oui, j'ai vu ça. Ça se passe au tribunal aujourd'hui. Je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Pourquoi quelque chose qui est inacceptable quand même? Parce que là, il y a aucun geste barrière. Il n'y a pas de masque. En plein Marseille. Et on laisse faire pendant des heures. On attend que les gens se dispersent par eux-mêmes. Faire, alors ils ont bien réprimé les gilets jaunes, effectivement. Non, mais attendez. Si vous mettez une population de jeunes qui souffrent, qui dégustent quand même, c'est gai, c'est festif, ils manifestent contre rien. Si vous vous pointez avec des jets d'eau et des gaz lacrymogènes, vous pouvez pas faire ça. Je veux dire que là, il y a une révolte, je pense. Donc, il faut laisser faire. Je ne sais pas. Je sais pas tout. Et effectivement, il y avait des manifestations à Paris, dont une en soutien à Adama Traoré, diffamation, incitation à la haine, séparatisme, intimidation et menaces permanentes. C'est ce que dit le syndicat des commissaires de la police. Le comité d'Adama Traoré a défilé sans masque, c'est pas pareil. En insultant. Qu'est-ce qui est pas pareil? C'est pas pareil. Mais c'est vous avez des jeunes festifs dans la rue et vous avez une manif soit c'est autorisé, soit c'est interdit. Oui, mais je pense qu'il faut un peu de nuance. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse jamais réfléchir avec bon sens et donc, le carnaval, le chocolat, mais il faut s'adapter. Est-ce qu'on peut réfléchir en droit? Malgré toutes les lois de restriction depuis le début de cette crise, il est toujours autorisé de manifester en France. Oui. Ce qui est interdit, c'est de ne pas respecter les gestes barrières. Mais les manifestations ne peuvent plus être simplement déclarées, elles doivent être autorisées, mais le droit de manifester existe toujours, que ce soit pour le collectif pour Adama Traoré, comme pour le carnaval à Marseille. Après, je connais pas je sais pas s'ils avaient déclaré leur manifestation, je suis pas rentré dans le détail, mais les manifestations sont autorisées. Ensuite, de dire et de regretter qu'on ait réprimé avec violence certaines manifestations des Gilets jaunes et qu'on n'ait pas réprimé celle-là, c'est un peu le truc du salaud de pauvre. Je crois qu'il y a un moment où il faut se dire que c'est la répression qui est pas normale. C'est pas le fait que on ne réprime pas avec des gaz et des jets d'eau ce qui se passe à Marseille. Troisième réflexion, ça dit beaucoup de la tension qui va se faire jour en France et qui est en train de monter par rapport justement à l'acceptabilité, ce qu'on appelle l'acceptabilité des mesures de restriction. Ce qui se passe à Marseille, ça se passe aussi dans les théâtres avec l'occupation des théâtres, ça se passe aussi de plus en plus chez les jeunes qui ont de plus en plus de mal et avec les beaux jours qui auront de plus en plus de mal à ne pas faire corps social, à ne pas se voir également dans des cadres beaucoup plus nombreux que ceux qu'on leur impose aujourd'hui. Donc ça pose le problème de toute façon de la tension sociale qui va s'exercer sur le pouvoir dans les semaines et les mois qui viennent. Une tension contre les mesures de restriction, mais il faut aussi dire une tension sociale sur un certain nombre de revendications sociales qui n'ont pas été portées. Je rappelle juste que le Covid est arrivé en pleine crise sociale. Le Covid est arrivé en pleine crise sociale sur la réforme des retraites et en pleine crise sociale par rapport à la fin une terminaison un peu particulière du mouvement des Gilets jaunes. Mais le Covid n'est qu'une parenthèse dans les tensions sociales qui animent notre pays. Et donc, je pense qu'à un moment, il va falloir des exutoires ou alors on va avoir de gros problèmes. Donc, pour finir, que je comprenne bien, vous trouvez normal cette manif hier ou pas ?
Non, je pense que je la trouve pas normale dans sa forme. Je dis simplement qu'il faut s'attendre à en revoir beaucoup d'autres dans ce pays parce que les gens ne vont pas pouvoir rester sans descendre dans la rue. Il n'y a pas chez nous, vous avez eu les manifs dans tous les pays d'Europe. Oui, je suis assez d'accord sur ta remarque première, mais je ferai quand même une différence entre les Gilets jaunes qui avaient des revendications dans l'intérêt général d'une grande partie de la population, alors que là, ce carnaval met en cause par peut-être des effets de contamination l'intérêt général. Donc quand même, je fais une différence. Mais je ne suis pas pour qu'on réprime salaud de pauvre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais malgré tout, c'est pas les mêmes objectifs. Allez, le carnaval est fini depuis longtemps. Hein. Alors, faire un carnaval, un mois après le carnaval, je veux bien, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y avait aussi une dimension, et là je rejoins M. Corato, il y avait aussi une dimension revendicative dans cette manifestation. Et cette manifestation est partie de ce que les Marseillais appellent la Plaine, qui était un quartier très sympa il y a encore 20 ans, un quartier très très sympa, et qui aujourd'hui est totalement détruit par une urbanisation et je dirais même par la construction d'une route énorme. Les Marseillais ne retrouvent plus Marseille. Et oui, mais on peut manifester avec un masque. On peut manifester avec un masque, comme on peut manifester sans détruire. Le choix de la Plaine n'est pas un hasard. C'est au-dessus de la Canebière, donc ils sont descendus jusqu'à la Canebière. Après, il y a eu des exactions, des choses évidemment inadmissibles. Mais je rejoins le constat que il y a des tensions sociales. Et je pense que si on a reconfiné 16 départements sans les reconfiner, tout en les reconfinant, c'est pour maintenir le couvercle sur la cocotte minute le plus longtemps possible, au moins jusqu'au régional, peut-être au risque de déplacer les régionales, jusqu'à la présidentielle, si ça se trouve, pour que ça n'explose pas. C'est vrai que la tension est très forte, pas qu'en France. Il y a eu des émeutes anti-confinement aux Pays-Bas, et le confinement a été levé. Alors, on a un auditeur en ligne avec nous, on a Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Eh bien oui, écoutez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Un excès en entraîne un autre, ils ont été renfermés depuis 1 an. Il y avait envie de s'éclater un peu. Bon, je pense que, voilà, c'est sûr. Ceux qui nous donnent des leçons de morale avec des mots très mesurés sont souvent dans la démesurée. Rappelez-vous la fête des policiers qui fêtaient leur retraite. Bon, ils se sont pas gênés pour se réunir à 40 ou 50 et trinquer, sans masque, etc. Bon, mais écoutez, ils ont fait un carnaval, ils se sont bien amusés. Je pense qu'ils ont bien fait de ne pas sortir la matraque, ça aurait rien arrangé. Non, ça aurait rien arrangé, ça c'est sûr. Mais vous y seriez allé dans ce carnaval ? Ben écoutez, je suis plus trop l'âge de faire un carnaval, mais j'ai croisé des jeunes, ils étaient super sympas, et malgré mon grand âge, ils m'ont payé un coup à boire, ils n'étaient pas agressifs, ils étaient joyeux. Bon, moi je trouve que c'était bon enfant, comme disaient certains hommes politiques, c'était bon enfant, moi j'ai pas vu. Alors c'est vrai, il y a quelques fondus comme d'habitude qui se sont mêlés et puis qui ont cassé, mais ça c'est toujours pareil, une minorité qui profite d'un rassemblement pour casser. Mais au départ, l'intention de la majorité des gens qui faisaient carnaval n'était pas de casser, c'était de s'amuser un peu, et puis il faut tenir compte de la frustration et de l'enfermement pendant 1 an, voilà. Oui, c'est la soupape qui lâche. Merci Jacques de nous avoir appelés. On se retrouve dans un petit instant et on va parler des régionales. Est-ce qu'il faut les maintenir ? Certains plaident pour le report de ces régionales. C'est vrai que déjà que c'est pas une élection qui mobilise beaucoup. Est-ce qu'on va vraiment avoir la tête à aller voter ? À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Faut-il reporter les régionales ? Dans une tribune publiée hier, 10 présidents de conseils régionaux demandent à ce que les scrutins se déroulent comme prévu au mois de juin prochain, alors que la crise sanitaire empêche toute certitude sur le calendrier. Alors, nombreux sont ceux qui estiment qu'il faudrait reporter ces élections. Aucune perspective sur le long terme n'est vraiment envisageable au
aujourd'hui. En fait, on ne sait pas du tout quelle sera la situation au mois de juin. La situation sanitaire de mars peut-elle, sous couvert d'une clause de revoyure, servir de prétexte au report d'une échéance électorale prévue en juin? Le gouvernement, lui, a l'intention de se conformer à l'avis du Conseil scientifique pour décider ou non du maintien de cette élection. Un auditeur nous dit, Xavier nous dit, il faut maintenir les régionales car leur report n'est qu'une manœuvre du gouvernement pour essayer d'attendre la fin de l'épidémie et en profiter électoralement. C'est ce que je pense. Ouais. Et puis de toute façon, ça ne sera pas une élection, il y aura une participation phénoménale puisque les départementales et les régionales, qui devraient peut-être fusionner un jour, sont pas vraiment la tasse de thé des électeurs. Les maires, les conseils municipaux, l'Assemblée nationale, oui, mais les conseils départementaux. Ouais. Et puis de toute façon, c'est au mois de juin, les 13 et 20 juin, c'est une période où normalement il fait bon, donc normalement, on ne sait pas si c'est totalement lié à la météorologie, mais bon, si on les reporte quand? À la rentrée, en septembre, octobre, où le virus pourrait redémarrer, si les vaccinations ne sont pas au rendez-vous, probablement, malheureusement, ou soit alors on arrive, on fait ça en même temps que les élections présidentielles. On voit bien la manœuvre. Ouais. Donc je pense que la participation, même s'il y a encore le Covid, c'est pas réglé, c'est probablement le cas, ça ne changera pas, il n'y aura pas une participation phénoménale. Mais il faut que ces élections aient lieu à cette époque-là. On les a déjà reportées du mois de mars au mois de juin, donc arrive un moment, sinon on ne fait plus rien, tout est bloqué. Oui, Nicolas Corato. Oui, moi je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, techniquement, la loi prévoit une nouvelle clause de revoyure pour 3 mois. Donc légalement, il est possible de reporter ces élections à 3 mois. C'est ce qui a été voté par l'Assemblée nationale. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Moi, je regrette, par exemple, que l'Assemblée nationale ait voté le fait que c'est le Conseil scientifique qui remette un avis. J'aurais préféré que ce soit le Conseil constitutionnel, par exemple. Mais bon, passons. Après, il ne faut pas oublier le précédent qu'on a dans ce pays, qui est le premier tour des élections municipales. Il y a quasiment un an. Souvenez-vous, on avait eu ce débat en se disant où est le complot, où sont les arrière-pensées politiques, etc. Finalement, on a, sous la pression de l'opposition, organisé ce premier tour des élections municipales et on a constaté que ce premier tour des élections municipales avait généré un emballement de l'épidémie. On se souvient notamment des assesseurs dans les bureaux de vote qui s'étaient retrouvés contaminés après avoir passé une journée à tenir les bureaux. Ça a été le cas pour moi d'ailleurs. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Troisièmement, il faut quand même entendre, y compris les équipes qui sont en campagne, y compris celles qui ne sont pas de la majorité, qui vous disent que c'est très compliqué de faire campagne aujourd'hui. Aujourd'hui, faire campagne dans un marché, sur un marché, c'est plus possible. Il n'y a plus de porte-à-porte possible. Finalement, ça donne la prime à des gens qui sont très présents sur le digital. Et donc, il y a plein d'équipes de campagne qui vous disent que, effectivement, la question même, c'est pas tant que la question de l'organisation du scrutin qui se pose, mais de celle d'une vraie campagne. Oui. Comment est-ce qu'on fait campagne? Il y a pas de meeting possible. Enfin, ça change complètement la donne en termes de lien entre les candidats et les électeurs, et on sait déjà que ces liens sont suffisamment distendus comme ça. Donc je crois que c'est un sujet qu'il faut regarder tranquillement, en essayant là aussi de pas s'énerver parce que ça sert à rien. Est-ce qu'il faut pas attendre septembre qu'un maximum de gens soient vaccinés et qu'on puisse reprendre une vie sociale non pas normale, mais un peu plus cadrée, qu'on puisse organiser des réunions, qu'on puisse organiser des petits meetings, plutôt que de donner la primeur à des gens qui feront leur campagne sur les réseaux sociaux avec tout ce que ça engendre. Voilà, c'est une vraie question politique. Ces élections-là. Oui. Ça sert à quelque chose? Parce que franchement, je veux dire, les régionales, il faut absolument, on a une leçon, c'est qu'il faut simplifier la France. La simplifier, enlever des structures, etc. Moi, personnellement, voter au régional, je sais pas si ça fascine les gens, l'absentéisme est dingue. Et pardonnez-moi, c'est le moment, en ce moment, c'est pas on va attendre que ce soit fini et après, en fait, on fera rien. C'est le moment de réfléchir. Moi, je suis primaire les régionales. Et Sophie, vous savez que ce sont les régions qui ont les compétences du développement économique? Oui, c'est vrai. Vous savez que ce sont les régions qui financent l'investissement économique dans ce pays. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Je suis d'accord, mais ces conseillers régionaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, Patrick Flukiger. Je suis très inquiet d'entendre qu'il faut supprimer les régionales parce qu'elles ne servent à rien. Alors, on peut décréter que telle élection, les départementales ne servent pas à grand-chose, donc on supprime, on reconduit les sortants pour 2 ans, 3 ans, etc. Moi, je trouve ça, mais c'est la négation même de la démocratie. Ouais. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que ça n'a rien à voir avec le premier tour des municipales de l'an dernier,
qui venait à la veille du premier confinement. Zéro masque, zéro geste barrière, pas du tout d'organisation en fonction de la situation sanitaire. Effectivement, il y a des stylos qui passaient de main à la main, alors que pour le deuxième tour, il fallait apporter son propre stylo, etc., etc. Et ça n'a pas déclenché d'épidémie, les premières élections. La participation n'a pas beaucoup évolué non plus entre les deux tours. La participation n'a pas beaucoup évolué, mais on ne va pas dire... Enfin, moi, je suis effaré d'entendre qu'il faut supprimer des élections parce qu'il y a trop de... Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est fusionner ou supprimer, mais c'est pas reporter les élections. Non. Si. Supprimer carrément, moi. Quand même. Les supprimer, oui. Sophie, vous voulez supprimer les régions, pas que les élections. Voilà. Alors, supprimer les régions, c'est un autre sujet. Oui, c'est bien ça. C'est encore autre chose. Supprimer les régions, moi, je serais plutôt pour. Mais c'est un autre sujet. On ne va pas supprimer d'abord la représentation populaire, la représentation démocratique. Non, mais d'accord, mais je posais la question. Les régions. Voilà. Et non, j'ai bien entendu qu'il fallait supprimer les régionales. Là, je trouve ça extrêmement... Mais pas les supprimer. Est-ce qu'il faut les reporter ? Si on les reporte, elles ont déjà été reportées. On peut les reporter en septembre où on parlera de 4e ou de 5e vague, je ne sais pas. Moi, je prends le pari. On va en parler. Il y aura une 4e vague, forcément. Comme aux États-Unis. On ne prend de mesures que quand les hôpitaux atteignent un certain niveau. Donc là, ça va refaire baisser le niveau d'occupation des hôpitaux, qui va remonter et on reconfinera. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc, on va les reporter. L'idée de Macron, qui a été développée déjà il y a presque un an, déjà lors du premier confinement, l'idée de Macron, c'était de reporter les régionales, non pas en juin, non pas en septembre, mais après la présidentielle. Ou en même temps que les présidentielles ou législatives, oui. Après la présidentielle. C'était ça l'idée, en même temps que les législatives. Pourquoi ? Parce que les municipales l'ont encore prouvé, 2,42% LREM. Ils n'ont aucun relais local ou régional. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'implantation locale, ni régionale, ni départementale. Donc, des élections comme ça les gênent profondément. Les municipales, ça a été le cas aussi. En tout cas, Macron devrait faire quelque chose, c'est par rapport à la proportionnelle, parce que les élections législatives sont prévues l'année dernière, et si on retombe encore avec un parti qui représente largement pas la majorité, mais qui a l'immense majorité des députés, on va se retrouver encore devant une démocratie faussée. C'est encore un autre débat. Encore un autre débat. La proportionnelle n'améliore pas la démocratie. Allez en parler à Israël, où ils n'arrivent pas à faire des gouvernements... Parce qu'ils ont la proportionnelle intégrale. Intégrale, mais il y a entre l'intégrale et un peu 20-30%, au moins que tout le monde soit représenté. Et on a un auditeur qui nous dit: Sophie, vous réagissez en parisienne, les régions font beaucoup de choses et sont un contre-pied au gouvernement. Je suis tout à fait d'accord, je suis la première à dire que les régions font beaucoup de choses. Je pense que les strates administratives, c'est partout, c'est ça dont je parlais. Mais je pense qu'il faut confier la subsidiarité, j'y crois. Les régions, elles sont au plus près du terrain et je suis entièrement d'accord avec vous. Et là, Paris est une catastrophe. Alors en plus... Quand vous avez les mairies, vous avez les intercommunalités, vous avez les départements, vous avez les régions, les syndicats intercommunaux. C'est vrai que pour Sophie de Menton, il y a toujours trop d'État. Moi, je suis pour mieux d'État. Elle est d'accord pour mieux d'État, Sophie. Ah là là, moi je veux un vrai État, mission régalienne, béton, au lieu d'avoir des flics qui peuvent pas arrêter les manifestations. Très bien. Et des inspecteurs du travail aussi. Des hôpitaux qui ne sont pas équipés. Je veux des inspecteurs du travail et des médecins du travail qui font leur travail et qui ont les moyens de le faire. Non, je voulais juste revenir sur la comparaison avec les municipales. J'entends tout ce que vous dites. Je rappelle juste que le second tour des municipales a vu la plus piètre participation de l'histoire de la Ve République à cette élection. On a voté à 40% au second tour des élections municipales l'année dernière. On a élu pour 6 ans des exécutifs municipaux avec 40% de participation. Donc il faut qu'on regarde de manière très attentive la capacité des Français à se déplacer aux urnes, aux régions. Il ne faudrait pas qu'on ait ce même taux de participation. Ce serait dramatique pour la démocratie et certainement ça induirait des résultats dans les régions assez étranges. Mais ce n'est pas que pour le Covid. Je ne pense pas que la raison de l'abstention est uniquement le Covid. C'est parce que je pense que les gens en ont un marre de l'offre politique qui a été faite depuis des décennies. Ça va avec. Simplement, l'élection municipale était la dernière élection à
profiter d'un taux de participation et d'une attention et d'un intérêt très important des électeurs. On ne peut pas dire que le Covid n'a pas eu d'effet sur ce taux de participation. Non, il y a eu un effet, mais c'est pas seulement le Covid. On a Christian en ligne avec nous. Bonjour Christian. Cynthia de Narbonne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il faut les maintenir ou les reporter? Allô, Cynthia? Ah, on vous a perdu. Je crois que vous disiez qu'il faut les maintenir. Patrick Flukiger, vous voulez réagir à ce que disait Nicolas Corato? Moi, je pense qu'il faut maintenir les régionales parce que depuis un an, quand même, on a appris un peu quelque chose. On sait organiser des gestes barrières, des process qui sont meilleurs que le 15 mars 2020. Effectivement, il n'y avait rien prévu. On a voté le 15 mars 2020 pour le premier tour des municipales, exactement comme on votait, comme on a toujours voté. Je pense qu'il faut les maintenir, d'autant plus que la démocratie, même si la participation est faible, et là je rejoins ça n'a pas forcément à voir avec le Covid. La participation est faible parce que les décisions des électeurs ne sont pas respectées. J'en reviens à ma carte d'identité avec le drapeau européen. C'est pour ça que la participation est faible. La participation est faible parce que gauche et droite, depuis 20 ans, font la même politique. La participation est faible parce que l'offre politique n'est plus réellement tranchée. Voilà pourquoi la participation est faible. Après, le Covid se greffe là-dessus et je ne pense pas qu'il faille utiliser le Covid comme un prétexte. En plus, moi, j'affirme que Macron utilise le Covid comme un prétexte pour maintenir le couvercle sur la grogne française, sur la France en général. D'ailleurs, dans ma commune de 7000 habitants, il y a eu 50% de participation. Et ceux qui ont participé le plus, c'est les personnes justement âgées. Ceux qui, soi-disant, étaient fragiles et risquaient. Il y a eu énormément d'abstention de jeunes. Ça, par contre, oui. Oui, et beaucoup disent qu'effectivement, c'est aussi pour mettre des bâtons dans les roues à Xavier Bertrand et à Valérie Pécresse qu'on veut ce report. Ben oui, il y a des manœuvres. Stratégie politique derrière tout ça. Merci à tous les quatre. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain avec vous pour débattre encore une fois. À demain.